Bonjour à tous, c'est Flora. Notre prochain présentateur est Hervé Schweitzer. Il est CTO de DBI Service. Ça fait 10 ans qu'il est dans cette entreprise depuis les tout débuts. Et je sais de source sûre que Hervé aime la montagne et la musique. À toi Hervé, je te laisse la parole. Merci Flora. Bonjour, bienvenue à ma session Back to the Future. Vous allez très vite comprendre pourquoi ce titre. Donc tout d'abord, quelques mots à propos de ma compagnie et de moi-même. Donc comme Flora l'a dit, nous existons depuis 10 ans. Maintenant, nous sommes plus de 70 voire 80 en 2020 et nous sommes actifs dans l'infrastructure middleware, la partie invisible de l'IT, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du hardware et tout ce qui est en dessous du software. Toute la partie intégration à tous les niveaux, aussi bien base de données qu'application server et tout ce qui va bien. Nous sommes principalement actifs en Suisse, mais également dans certains pays de l'Europe, surtout avec les e-services actuellement que nous avons mis en place avec cette période de Covid où tous nos workshops maintenant sont donnés en remote. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les prochains temps, on espère nous pouvoir retourner en salle. Donc, notre offre, c'est comme dit, il y a une grande partie, c'est les workshops, mais surtout le consulting et les SLA où une grande partie de nos clients nous font confiance durant toute l'année et donc nous donnent aussi la responsabilité de maintenir leur infrastructure. Et une partie aussi qui est la partie licence. Donc, ça, c'est pour la petite introduction. Pour ma part, j'ai fait beaucoup d'oracles dans mon passé. Maintenant, je suis un peu plus dans les environnements DevOps et Cloud, d'où cette session. J'ai aussi fait pas mal de Postgres par moment, mais le sujet là, il est plutôt sur l'architecture Cloud. Je suis joignable par mail, Twitter, LinkedIn. Donc, trouver des informations sur moi pour me connecter, je pense que c'est assez simple. Donc, pour l'agenda de cette session, donc nous allons tout d'abord avoir une petite introduction, un petit historique. Ensuite, nous allons voir comment les infrastructures étaient managées il y a 20 ans. Vu que j'ai plus de 40 ans, je connais comment étaient managées les infrastructures il y a plus de 20 ans. Les infrastructures on-premise today, de nos jours, comment elles fonctionnent. Ensuite, nous allons voir les infrastructures cloud de nos jours, comment je les vois actuellement et comment elles fonctionnent. Puis, quelques recommandations par rapport à ce point 5. Tout d'abord, une toute petite introduction. Cette session, c'est ma vision, c'est comment moi je vois les choses, comment elles sont en train d'évoluer. Donc, ça ne veut pas dire absolument que c'est la science exacte et que c'est ce que Hervé dit, c'est que comme ça que le futur va se développer. Je ne vais non plus pas dire que ce qui est bien dans le cloud, ce n'est pas le but de cette session, mais c'est vraiment de vous rendre attentif sur certains points. Si vous allez vers le cloud ou vous êtes dans le cloud, que vous n'avez pas encore fait attention, mais c'est surtout ce point-là. C'est de rendre attentif à certains points si vous migrez vers le cloud. Pourquoi l'adoption du cloud a accéléré ces derniers mois, ces dernières années? C'est principalement dû aux environnements DevOps qui font que ça accélérait tout ça, parce que les méthodes DevOps sont arrivées ces dernières années, les équipes se sont montées, carrément des services entiers se sont montés autour de ce DevOps, donc eux, ils vont très vite. Et donc, très vite, ça veut dire qu'ils veulent des outils très vite fonctionnels pour pouvoir déployer, donc des Ansible, du Terraform et plein de services du type cloud pour toutes les interfaces CLI qui existent dans les différents cloud providers. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les infrastructures cloud pour faire développer leur code, faire leur pipeline et faire leur test applicatif et pouvoir aussi planifier tout ça et tester, passer en production, monter plusieurs environnements, dupliquer des infrastructures as code, donc tout en code. Donc vraiment, c'est le DevOps qui a fait accélérer l'adoption du cloud. Par contre, qu'est-ce que ça a apporté tout cela? Comme ça vient de la partie dev et que ça va très vite, je ne vais pas dire que les développeurs, ce n'est pas des gens structurés, mais je veux dire, ils ne vont pas réfléchir à toute la partie architecturale qu'on nous avons en production, de sécurité, d'auditing, de maintenance, de monitoring, de backup, de toute cette partie-là, ils n'ont pas peut-être approfondi assez bien au début. Et donc maintenant, on se retrouve avec des applications qui sont très rapidement en production dans le cloud, où de temps en temps, il y a un petit redesign qui est nécessaire, où il faut revoir l'architecture parce que sinon, ça sera encore plus chaotique dans les années à venir. Et les standards ne sont pas très bien évalués aussi pour maintenir
une infrastructure DevOps comme il se doit dans le cloud. Un autre point par rapport au futur, c'est les bases de données. Le revenu des bases de données n'arrête pas de décroître en on-premise. Et d'après les statistiques de Gartner, en 2022, je ne vais pas vous mentir, c'est très proche, 75% des activités des bases de données seront déployées dans le cloud. Donc, cette adoption du cloud ne va que s'accélérer ces prochains mois, ces prochaines années. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. Le cloud est là depuis quelques années, mais maintenant, comme dit, l'adoption s'accélère de plus en plus. Un petit historique au niveau du hardware, parce que c'est aussi lié un peu au cloud. Donc, le coût d'un gigabit en 1980, c'était combien? C'était 1 million, c'était très cher. Pour avoir 1 gigabit de storage, on devait dépenser 1 million. En 2020, on n'est plus qu'à 10 $, donc ça a drastiquement diminué. Donc là, c'est déjà très intéressant pour le storage. En 2014, on continue à diminuer très drastiquement. Donc le terabyte en 2014 n'est plus qu'à 40 $. Et donc on voit la courbe qui descend très vite avec les années. Par contre, maintenant, depuis quelques années, depuis 5-6 ans, cette courbe elle descend moins vite. Cela est principalement dû au SSD où les prix ne baissent plus aussi vite. Mais par contre, on est quand même à 1 terabyte qui est autour de 10 $ au niveau des coûts. Donc, on voit déjà que le storage est devenu très peu cher et donc utiliser beaucoup d'espace disque, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher. Le coût de la mémoire, là aussi, en 1980, on était à plus de 6 000 $ pour 1 méga. En 2000, on n'était plus qu'à 1 $. Alors qu'en 2020, maintenant, on est encore 100 fois moins. Mais aussi là, la courbe, elle s'aplanit. La baisse des coûts du hardware diminue moins rapidement. On voit aussi la courbe qui s'aplatit. Au niveau des CPU, donc en 1980, on avait du 6 MHz. Le 1 GHz, on n'a que atteint autour des années 2000. Ce n'est pas si loin que ça, c'est une vingtaine d'années. Au jour où maintenant, on est à 5 GHz. Par contre, ce que je veux dire ici, c'est que c'est le multicore processeur qui a beaucoup changé, qui est arrivé quand? En 2004, ce n'est pas très loin, ça fait qu'une quinzaine d'années qu'on a le multicore processeur. Et le multicore processeur est principalement arrivé parce que justement, au niveau de la vitesse des CPU, on stagnait. Pour ça, la courbe, la ligne, elle n'est pas droite, elle est plutôt arrondie. Et c'est plutôt le multicore, il est arrivé vers ici. Ça veut dire qu'on est arrivé aux 3-4 GHz, c'est là que seulement que le multicore est arrivé. Et depuis, comme dit, on monte péniblement à 5 GHz, mais c'est grâce au multicore qu'on gagne plus de puissance CPU. Donc maintenant, tout le monde a des multicore processeurs. Au niveau du réseau, donc là, c'est vraiment le point le plus important par rapport à l'adoption du cloud. En 1980, nous étions à 10 mégabits seconde au niveau puissance réseau dans un data center, je dis bien. En 2000, nous avons atteint le gigabit, nous avons déjà atteint le gigabit dans les data centers. Donc, depuis les années 2000, il y a 20 ans, nous avons déjà des infrastructures très puissantes au niveau des data centers et au niveau des infrastructures internes d'entreprise. Par contre, qu'en est-il de Internet? Le cloud, on parle d'Internet. Par contre, là, il commence à apparaître dans les années 90, ça fait que 30 ans que Internet existe. Et là, encore en 90, c'est que très, très peu de personnes qui avaient accès. En l'an 2000, là, je me rappelle parce que je faisais du support déjà à distance pour notre infrastructure où je travaillais. Et on n'avait que du 56 kilobits. Vous vous rappelez les bruits de modem. Ce n'était pas encore si longtemps que ça. En 1910, nous n'avons que atteint les 4 mégabits. Donc là aussi, pour travailler avec le cloud, ce n'est pas encore très suffisant. Donc c'était le début du cloud, mais c'était encore pas très performant. Alors que maintenant, en 2020, nous sommes aux 2 gigabits. Et par exemple, moi, à la maison, j'ai 1 gigabit actuellement, alors que j'habite dans un très petit village. Donc le gigabit devient de plus en plus accessible à tout le monde. Et donc, c'est ça aussi qui fait accélérer un peu l'adoption du cloud. C'était juste un peu par rapport à l'historique pour voir l'évolution en allant vers le cloud. Donc, tout d'abord, un bond en arrière de 20 ans. Comment fonctionnaient les data centers il y a 20 ans? Tout d'abord, au niveau de l'infrastructure.
Donc, je vais vous parler un peu de mon vécu. J'ai travaillé à l'aéroport chez Crossair il y a 20 ans. J'étais responsable de la partie aéronautique et donc je travaillais dans une équipe. Dans cette équipe, on était responsable d'une application, donc tout un stack. Donc, et on devait faire très attention à l'hardware qui était très cher. Par exemple, une CPU HPUX PRX, ça coûtait 100 000 ou 200 000 francs. Donc, il fallait faire super attention à tout ça. Il fallait faire très attention aux machines. Ça aussi, un gros serveur, ça avait des coûts conséquents. Souvent, ça nous arrivait même mettre des serveurs un peu desktop plus petits dans les data centers pour minimiser les coûts, parce qu'il fallait faire très attention. À cette époque-là, il y a 20 ans, une machine, ça coûtait très cher. Les disques également, c'était quelque chose qui coûtait très cher. Par exemple, moi, je maintenant des bases de données Oracle et je faisais beaucoup de tuning sur de l'Oracle et il fallait avoir plein de disques pour les readologues pour avoir un maximum d'IO. Donc, on me demandait pourquoi il te faut des disques de 9 gigas alors que tu n'utilises que 300 mégas de disque. Mais je dis, il me faut un maximum d'IOPS et donc ça avait des coûts conséquents. Par contre, cette base de données-là, elle était responsable de toute l'opération des vols, donc le décollage, l'atterrissage des avions, des autorisations des pilotes et des hôtesses, partie crew et l'équipage. Donc, c'était des systèmes très critiques. Donc, là, on investissait les coûts. Mais il fallait faire très attention où on mettait les coûts parce que ça avait des coûts plus que conséquents. Le réseau, c'était pareil. Dans le data center, il y a 20 ans, on était déjà bien, on avait déjà le giga. Par contre, dès qu'on sortait des data centers pour aller dans les différentes agences, des différentes succursales où il y avait nos avions atterrissaient de Crossair dans les différentes villes d'Europe, là, c'était plus problématique. Il fallait aussi faire très attention aux données qui transféraient d'un aéroport à un autre aéroport. Donc, il fallait aussi faire très, très attention à l'utilisation du réseau parce qu'on n'avait pas une bande passante très large. Et du round trip, on n'en parle pas. Donc, à 20 ans, et en plus, on se retrouvait avec du matériel très différent. Et on avait une application, elle tournait sous Sun, l'autre, elle tournait sur HPUX, l'autre, elle tournait sur IBM. C'était vraiment très diversifié. Et comme je vous le disais juste à l'instant, on avait des vertical stacks. Ça veut dire on avait une application 1 qui était du Sun avec du Sybase. Et eux, ils ne s'occupaient que de ça. C'était toute une équipe. Et ils n'intervenaient pas du tout dans le stack à moi, où moi j'étais actif, donc l'opération des vols, où nous, on était sous HPUX avec de l'Oracle. Et on avait un autre matériel, une autre façon d'appliquer les patchs, une autre façon de maintenir les bases de données, de faire des upgrades, de l'achat. Donc, on avait des environnements très, très diversifiés, pas du tout homogènes. Et on fallait même qu'on ait des équipes au niveau du 724, des SLA dédiés, parce que moi, je ne pouvais pas intervenir sur les autres environnements parce que c'était complètement différent. Donc, on avait des environnements dans les années 2000 qui étaient très hétérogènes. Et je pense que vous vous rappelez des data centers qui ressemblaient un peu à ça. Et vous aviez vraiment de tout dans les data centers. Une autre image qui me rappelle la fin des années 1900, début années 2000, mais vu que ça allait très vite, vu qu'on avait plein de hardware providers, vu qu'il y avait des équipes différentes, tout ça n'était pas toujours coordonné très bien ensemble et donc on se retrouvait avec du spaghetti, pas seulement dans les câbles, mais aussi dans l'infrastructure. Parce qu'on avait aussi différents types de disques, ce n'était pas toujours exactement les mêmes disques, donc différents types de LVM et aussi les Linux, les operating systems étaient différents. On avait aussi du Linux encore. Et Windows était aussi déjà là. Et il y avait tout. Et donc, en fait, c'était très hétérogène. Et donc, pour intervenir sur ces environnements et pour avoir ces environnements qui étaient efficaces, il fallait toujours des spécialistes. Donc, il y a des spécialistes HP, des spécialistes Sun, des spécialistes Solaris. Ça appelle aussi à des consulting externes dans les différents RDBMS, tout ça c'était nécessaire parce qu'on ne pouvait pas accumuler assez d'expérience vu qu'on était responsable de tout un stack et chaque stack est isolé et en plus on avait différents types de compétences. Donc c'était très compliqué. Aussi pour les upgrades des hardware, du patching et ainsi de suite, c'était pas du tout homogène. Comment sont les data centers on-premise de nos jours en 2020? Je dirais même depuis 2010-2015, ils sont tous dans cet état d'esprit, ils fonctionnent tous un peu de la même manière. Depuis 5-10 ans, quand je vais dans un data center, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit maintenant par rapport à ce qu'on voyait il y a 20 ans. Donc, un data center de nos jours,
il faut moins, en on-premise, je parle bien de on-premise, il faut moins faire attention à l'utilisation des disques. Vous avez bien vu, les prix ont drastiquement diminué. Et donc, quand vous achetez un serveur, vous le remplissez de SSD, même de flash, de NVMe, de tout ce qu'il vous faut. Vous prenez des multicore processeurs avec plein de corps, où les prix sont très attractifs. Vous avez du 2 gigabits en réseau, ce qui est aussi très intéressant, même sur de différentes locations si nécessaire. Et comme dit, la technologie des cartes NVMe devient aussi très très rapide. Et là aussi, encore des nouvelles cartes qui viennent de sortir récemment, j'ai vu, qui sont encore plus rapides. Et donc, on a besoin moins de faire attention à ce qu'on utilise, sauf dans les environnements où on travaille avec des logiciels propriétaires, où là, vous avez un modèle de licence qui est très strict. Et donc là, il faut faire attention à l'hardware que vous utilisez. En fait, vous êtes plus bloqué par les logiciels de nos jours que par le matériel. C'est le logiciel parce que vous devez souscrire une licence par rapport à un nombre de corps ou par rapport à de la mémoire, comme Oracle, MySQL ou SAP. Et donc là, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi comme hardware. Mais vous n'êtes pas limité au niveau du hardware. C'est ça que je veux dire, c'est que le hardware est plus que suffisant de nos jours et a des coûts très intéressants, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans où on devait faire très attention à ce qu'on consommait. Donc ça, c'est au niveau de l'infrastructure de nos jours. Au niveau des équipes, ça a aussi complètement changé. L'évolution a fait que ça a changé dans ces 20 dernières années. Et je ne vois quasiment plus d'équipes dédiées verticales où on est responsable aussi bien de l'OS, de la base de données, de l'application et du serveur est complètement dédié. Maintenant, nous avons un stack horizontal où il y a une équipe OS qui est responsable de même 2 équipes OS, des fois Windows et Linux, mais on a vraiment une équipe OS dédiée. Une équipe de base de données dédiée qui, soit elle fait que de l'Oracle, que du Postgres, que du SQL Server. Dans l'entreprise un peu plus petite, elle fait les 3 RDBMS ou encore d'autres RDBMS. C'est juste ceux qui sont visualisés là que vous voyez, mais il y en a plein d'autres. Donc, c'est plutôt des équipes au niveau horizontal. On a des équipes réseau spécialisées pour les infrastructures réseau. C'est eux qui mettent le réseau en place. Et en fait, l'équipe OS et l'équipe database ne touchent que très peu à la partie réseau. Et vous avez une équipe storage qui, eux s'occupe du storage. Et tout ça est bien séparé. Ça a beaucoup d'avantages, surtout par rapport à la connaissance dans les équipes. Ça par rapport au patching, par rapport aux upgrades, par rapport à la maintenance, au monitoring. Le seul inconvénient qu'il y a dans ces horizontales stacks, c'est quand vous avez un problème et que tout le monde se rebalance la balle. Ça, je pense que vous connaissez, qu'une application arrive, pixelant, ça arrive d'abord au niveau applicatif qui va passer ça à l'équipe DB. L'équipe DB va dire non, c'est pas nous, c'est le storage. Et non, le storage va dire non, c'est le réseau. Ça, c'est ce qui est un peu la limite de ce modèle-là, c'est que quand il y a un problème, c'est qu'on a tendance à se rebalancer la balle. Le problème, mais à part ça, ce mode de fonctionnement fonctionne très bien. Donc, on a bien évolué. Et aussi au niveau des data centers, il faut le rajouter. Maintenant, on se retrouve avec des environnements très homogènes. On a une partie où il y a le storage, il y a une partie où il y a les serveurs de base de données applicatifs, il y a les réseaux, c'est tout uniforme. On ne se retrouve plus avec 15 providers réseau, 15 providers storage et de matériel. C'est devenu très uniforme et franchement, c'est plaisant de nos jours de rentrer dans un data center. On se sent plus sécurisé, on se sent plus confiant. Il n'y a plus un mélange de tout dans ces data centers. Donc, on est toujours encore dans une prémisse. Et comme dit juste avant, on a des infrastructures standards qui sont disponibles pour aussi bien les machines, les operating systems, le réseau, le storage, les bases de données, les applications. Vu qu'on travaille dans les couches horizontales, mais chaque équipe peut bien standardiser sa couche. Et on n'a plus un mélange de tout. On a même des automatic patching ou des regular patching qui sont maintenant en place pour les OS, pour les bases de données et pour les application servers, pour plein d'autres choses aussi. Donc, on est devenu dans un monde franchement très plaisant dans les data centers on-premise. Donc, maintenant, on arrive dans le clou du sujet. C'est Back to the Future. Donc, je vais vous faire une petite introduction pour vous présenter ça. Et par rapport au cloud. Pourquoi Back to the Future par rapport au cloud? Donc, tout d'abord, une petite musique pour rappeler que maintenant, en démarrant dans les clouds, depuis quelques années de démarrant dans le cloud, on se retrouve exactement avec les mêmes problèmes
que nous avions il y a 20 ans dans le cloud, dans les on-premise. En fait, en migrant vers le cloud, on se retrouve de nouveau avec les mêmes problèmes que nous avons il y a 20 ans. Et donc maintenant, à nous de faire attention de ne pas rester nouveau pendant 10, 15, 20 ans dans les mêmes problématiques ou de mettre une dizaine d'années à résoudre ces problématiques. Premier des points dans le cloud qu'on doit nous adresser, c'est le resource management. Parce que dans le cloud, tout se paye. Il faut faire très attention. Et quand on ne fait pas attention, cela peut devenir vite très cher. Donc, il faut exactement aller voir ce que nous avons besoin. Ce qui n'était pas plus le cas ces dernières années en on-premise. Donc, c'est même devenu un métier. Il y a même des services qui existent juste par rapport à cela. Même nous, on fait que ça. On revoit les environnements pour essayer de diminuer les coûts au maximum. Donc, de nos jours, il faut faire très attention à comment vous allez utiliser votre infrastructure cloud. Donc, au niveau des serveurs, par exemple, vous avez besoin de 4 BCPU et de 75 Go de mémoire, mais vous êtes obligé de prendre un modèle de 16 BCPU. Donc là, vous êtes obligé de monter en gamme, alors que vous n'avez pas peut-être forcément besoin. Donc là, il faut essayer aussi de peut-être réfléchir à comment vous pouvez peut-être rendre ça plus homogène, ou mettre 2 applications ensemble pour profiter des 16 CPU, parce que votre application n'a besoin que de 4. Ou aller voir dans différents modèles d'images de machines cloud, et ainsi de suite. Donc, il faut faire très attention à ce que vous allez utiliser comme mémoire, comme CPU, et ainsi de suite dans le cloud. Ce n'est plus quelque chose on prend beaucoup de capacité et ça va bien aller, mais ça va coûter très cher. Donc, il faut faire super attention. Pour les licences aussi, vous pouvez diminuer le nombre de licences de CPU utilisées parce que vous avez besoin de 64 Go de mémoire. Par contre, vous allez quand même payer l'image, l'instance en classe, par exemple ici M5 4X large. Vous payerez quand même pour les 16, même si vous n'en utilisez que 4. Vous pouvez activer que 4 pour une question de licensing, mais vous payerez quand même pour les 16. Donc, c'est à savoir. C'est chez AWS, ça par exemple. Pour les disques, pareil, vous allez voir que de la disque, très rapidement, vous allez être limité en throughput et en IOPS. Donc, il ne sert à rien de mettre des disques énormes parce que vous allez avoir moins d'IOPS qu'avec des disques plus petits. C'est un peu comme à l'époque, comme je disais il y a 20 ans, j'avais plusieurs disques pour les ridologues. Ben, ici, on se retrouve avec le même problématique. Si vous avez une application qui est très, très, très gourmande en écriture et qui va faire beaucoup de rideaux, éventuellement, vous allez lui accrocher plusieurs disques pour les rideaux pour avoir un maximum d'IOPS. C'est quelque chose qui est faisable de nouveau dans le cloud, c'est une réflexion qu'on peut nous avoir. Parce que ce n'est pas linéaire, ce n'est pas parce que vous allez avoir un disque de 1 Tera que vous allez avoir le double d'IOPS d'un disque de 500 Go. Ce n'est pas vrai. Vous voyez ici le graphique, à 400 Go, ça plafonne. Vous n'allez pas avoir plus de d'IOPS, même si vous montez de taille de disque. Donc là aussi, il faut faire très attention. Au niveau réseau, c'est la même chose. Donc le upload est gratuit. Donc là, vous pouvez transférer toutes vos activités dans le cloud en upload. Sur la plupart des providers, c'est gratuit. Par contre, le download, pour la plupart, il faut faire très attention. Et donc, si vous avez eu des environnements qui sont à moitié on-premise et moitié dans le cloud, ça peut aussi vous coûter très cher parce que vous allez faire beaucoup de trafic réseau. Et on peut aussi faire des connexions directes avec AWS, ça s'appelle Direct Connect, mais Oracle et Azure proposent exactement la même chose, mais il faut faire attention, tout cela a des coûts. Il y a aussi les buffers qui reviennent en question, je vais revenir dessus plus tard, c'est que une taille de buffer peut aussi influencer le nombre de round-trip vers le cloud et de aller-retour vers le cloud. J'ai un exemple juste après, je reviendrai sur ce point. Le network round-trip, là aussi, il faut le savoir qu'en allant dans le cloud, vous allez perdre de la performance réseau au niveau du round-trip. C'est parce que vous allez faire des allers-retours. Pour chaque aller-retour, vous allez consommer idéalement à 3-4 millisecondes, mais en général, c'est plutôt 10 millisecondes pour les data centers les plus proches. Aux États-Unis, ça va même être du 60 millisecondes, alors qu'actuellement, on était dans les data centers à 1 milliseconde. Donc, si vous avez beaucoup d'activités et beaucoup de round-trip, vous allez voir que votre application va sensiblement se ralentir. Donc là aussi, il faut faire attention de ne pas avoir trop d'échanges entre le on-premise et le cloud.
Donc là, le petit exemple que je trouve bien sympathique pour un cas qu'on avait chez un client par rapport à un Belob, c'est pour ça que je le présente, ça représente bien la problématique réseau et round-trip. Donc le client, il avait son application qui tournait était on-premise et son database server était dans le cloud, on-premise aussi au début. Et donc là, il avait un temps de réponse de 6 millisecondes parce qu'il avait une taille de buffer Belob par défaut. Donc, et 6 secondes, ça lui allait. Il n'y avait pas trop de problème. Là, on migre l'application, on arrive dans le cloud et le client se plaint et se retrouve à 14 secondes. Donc, vous pouvez voir là le test 2 dans le cloud, le premier test, c'est 14 secondes. Donc là, on dit cloud, c'est 3 fois plus lent que l'on-premise. On dit voilà, c'est normal, on va vers le cloud, on a plus de latence, on a un peu plus de round-trip et tout ça. Donc, on va quand même chercher d'où vient la problématique. Et en cherchant le problème, on a juste remarqué que la taille du buffer était par défaut, qui était de 8K, et qui était beaucoup trop petit. Donc, on a commencé à tuner la taille du buffer du Belob, et on voyait en montant à 2 mégas, parce que c'était des Belob de 20-30 mégas, donc voilà, on est monté à 2 mégas pour le buffer size. Donc, en ayant un buffer size de 2 mégas, on se retrouve avec un temps de 0,6 on-premise, mais aussi de 1,5 dans le cloud. Donc, en finalité, on retrouve avec un système qui est 4 fois plus rapide dans le cloud, qui aurait pu être encore plus rapide en on-premise, mais au moins le client de ce côté-là, il a été satisfait parce que ces buffers n'avaient jamais été optimisés. Nous, en les optimisant, on a réussi à lui rendre le système 4 fois plus performant dans le cloud. Donc, juste pour vous rendre attentif, tout ce qui est buffer, tout ce qu'on devait faire attention il y a 20 ans, tous les petits détails, toutes les petites subtilités, il faut de nouveau faire attention dans le cloud. Ça peut vous rapporter énormément de gains. Donc, vous rappelez peut-être dans le monde des bases de données, vous jouez avec vos buffer cache, vos large pool size, parce qu'il fallait les block size, il fallait faire attention à tout. Et alors que ces dernières années, on faisait un peu moins attention à ces petits détails. Et maintenant, dans le cloud, c'est nouveau le cas. Il faut nous faire attention à tout parce que vous voyez bien les chiffres, les différences sont énormes vu à le round trip que vous avez pour chaque requête à aller vers le cloud et revenir. Donc, les team management dans le cloud, 20 ans plus tard, comment ça se fonctionne? Donc là, à nouveau, on se retrouve avec des équipes dédiées. Je remarque de plus en plus, on se retrouve avec des équipes dédiées et qui chacun a son compte. Par exemple, ici un compte AWS, il y a une application qui démarre, qui fait, souvent ça commence par du DevOps, mais ça peut être aussi autre chose, et monte un environnement. Et puis il y a un autre compte. Et après, ça c'est même dans une entreprise, on entend même que ces comptes entre eux ne travaillent pas ensemble, chacun fait son coin, chaque équipe travaille différemment, a ses structures un peu différentes. Et donc déjà, ça me rappelle il y a 20 ans, plein de serveurs, de modèles différents, d'équipes différentes, de façons d'approche différentes. Et après, à côté, on entend qu'il y a encore un compte Cloud Oracle, même plusieurs éventuellement. Je ne dis pas que vous allez avoir toute cette diversité chez vous, mais c'est des choses que j'ai déjà rencontrées. Et encore de l'Azure, et ça avec plusieurs comptes. Et tout ça, ce n'est pas uniforme, ça n'a pas été, c'est pas géré par un point d'entrée unique. Donc, on se retrouve de nouveau avec des vertical stacks dédiés, où chacun est un peu responsable de tout. Chacun fait un peu de réseau, fait un peu de storage, fait un peu de services de base de données. On se retrouve des gens qui créent des bases de données chez les développeurs, alors que ce n'est plus de la partie infra d'équipe DB. Et on trouve de tout. Je vous avoue, ces derniers temps, on peut trouver de tout. Je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais c'est effectivement ce qu'on peut trouver. Donc, quel est le résultat de ces infrastructures? Donc, on a plusieurs cloud providers. On a plusieurs images. Là aussi, sur les images, il faut faire attention, ne pas. Aussi, sur les images que vous utilisez des OS par défaut, Oracle, Linux, Red Hat, Linux ou Windows Server 2019, là aussi, à faire attention, prendre toujours les mêmes sources d'images pour les différents providers. Faire attention aux performances des disques. Alors, prenez les disques bien adéquats. Comment vous attachez vos disques, plusieurs disques, un disque et ainsi de suite. Les operating systems, faites attention parce que là aussi, on se retrouve avec tous les types de Linux maintenant d'un coup. Donc, ça veut dire que vous allez devoir patcher tous les types de Linux. Faire très attention. Donc, plusieurs accounts qui ont les différentes rôles de sécurité. Il y en a un qui permet d'aller sur Internet, d'autres pas. Donc,
Comme dit, ça ne rassure pas tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comme il y a 20 ans, il faut à nouveau plusieurs spécialistes qui vont vous aider pour chaque provider, plusieurs partenaires, des environnements complexes à maintenir. D'un coup, on retrouve des gens qui peuvent connecter à Internet qui n'avaient pas le droit, des gens qui ont le droit d'utiliser des services qui n'ont pas besoin. Pourquoi un administrateur base de données a le droit de créer un VPC, par exemple? Il n'en a pas du tout besoin, ce n'est pas à lui de faire ça. Et tout ça, un peu aussi à cause du DevOps qui grandit vite, qui veut vite aller en production. Donc, on se retrouve avec des environnements qui n'ont pas été standardisés, qui partent en production et qui ne sont toujours pas standardisés. Pareil, pour le patching, c'est compliqué parce qu'il y a différents OS à patcher, différents environnements à patcher, de l'infrastructure très complexe. Donc, là aussi, c'est devenu un niveau très compliqué comme il y a 20 ans. Donc maintenant, quelles sont mes recommandations par rapport à où on a abouti au bout de ces 20 dernières années? Tout d'abord, il faut de nouveau définir des standards. Donc les standards, on n'aime pas entendre ça. Aussi bien l'opération et les devs doivent se mettre ensemble dès le début des projets. Ce n'est pas les devs qui lancent des projets et on laisse l'infra de côté. C'est ce qui arrive. C'est une réalité, c'est ce que j'ai rencontré. Donc, dès le début, les devs discutent avec les gens de l'infra et discutent ensemble à des solutions, à des standards. Même si les devs, souvent, ils ne veulent pas entendre parler de sécurité, ils disent qu'on verra ça plus tard. Mais le plus tard, après, est problématique parce qu'ils ont déjà fait des grosses infrastructures et derrière, aller revoir toutes ces infrastructures, les standardiser est beaucoup plus complexe qu'au début d'un projet. Donc, prenez du temps au début du projet à définir des standards. À travailler avec des équipes dédiées, oui. Le réseau, c'est les gens du réseau qui travaillent pour le réseau. Le storage, c'est l'équipe du storage. Comme on a réussi à mettre ça en place ces quelques dernières années, et ce n'est pas tout le monde qui fait tout, parce que sinon, on se retrouve avec toutes sortes de disques, avec toutes sortes de machines, avec toutes sortes de réseaux, avec toutes sortes de sécurité. Donc, oui, des équipes dédiées. Et ces équipes dédiées doivent être formées. Par exemple, l'équipe réseau doit être formée sur toutes les technologies autour du réseau qui existe pour ces cloud providers. Sachez aussi que les nouveautés dans le cloud arrivent tous les jours. Moi, encore la semaine dernière, j'ai appris une nouvelle fonctionnalité qui est super, qui existe depuis 3 semaines. Et c'est grâce à un solution architecte qui m'a jamais un problème, mais qui m'a mis le doigt dessus. Donc, des nouveautés arrivent tout le temps. Donc, ces équipes dédiées doivent être informées des nouveautés qui arrivent tout le temps. Donc, bien garder le stack horizontal avec des équipes dédiées qui sont formées, qui sont solutions architectes, qui sont spécialisées réseau, qui sont spécialisées DevOps et qui connaissent toutes les nouveautés parce que ça évolue très vite et ne pas partir dans des stacks verticales où chacun est dans son coin, dans son compte et qui fait un peu ce qu'il veut. Et après, il faut merger tous ensemble en production et là, c'est moins rigolo. Idéalement aussi, avoir tout dans le cloud. Parce que le mix cloud, on-premise cloud, comme vous l'avez vu, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes avec les round-trips. Donc, l'idéal, c'est toujours d'être, on va dire maintenant, mon data center, c'est à Francfort. Donc, je fais le maximum à Francfort et que j'ai que mes appels web qui vont vers le data center, qui est vers mon infrastructure qui est à Francfort. Et ne pas diversifier de trop sur plusieurs data centers dans le monde. Après, bien sûr, vous allez avoir un DR, vous allez avoir un autre data center, mais idéalement, essayez de consolider tout au même endroit pour avoir un maximum de puissance et le moins de road trip possible. Comme je vous disais, le réseau, minimiser le trafic entre les clients et le cloud. Donc, un peu comme ce qu'on a fait il y a longtemps. Donc, pour les jeunes générations, allez voir un peu les anciens, ils pourront vous expliquer. Donc, quelle est une recommandation? C'est de faire une landing zone. Une landing zone, ce n'est pas un service. Ce n'est pas un service d'Amazon, d'Oracle ou d'Azure. Une landing zone, vous allez voir un peu sur le web, c'est une façon de travailler. Et c'est cette façon de travailler qu'il faut adopter dès le début. Si vous ne travaillez pas avec une landing zone dès le début, vous allez avoir des problèmes à migrer vers une solution de type landing zone. Landing zone, ce n'est pas un service, ce n'est pas quelque chose que vous allez acheter, mais c'est une solution. C'est une solution qui vous permet de rapidement sécuriser vos environnements avec des bonnes pratiques. C'est-à-dire de définir des règles dans chaque domaine que vous allez mettre en place et qui seront générales pour tout le monde, aussi bien pour tous les comptes que aussi bien pour tous les cloud providers. Et comme ça, vous avez une uniformité et vous pouvez nouveau déléguer à chaque équipe, comme on a
ses différentes responsabilités. Comme vous voulez voir ici, il y a un bloc networking. Donc ça, c'est les grandes thématiques qu'on nous connaissons actuellement dans les landing zones, mais ça peut aller plus loin. Pour aussi standardiser vos images Linux, vos images Windows, vos types d'instances. Il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être faites. Mais pour l'instant, quand on parle de landing zone, c'est les 5 services ci-dessous qu'on adresse, et c'est déjà pas mal, et c'est déjà un bon début. Et donc, il faut être très bien évolué. Donc, tout ce qui est important, d'abord, c'est standardiser les comptes et les tenanciers. Donc, ça vous parle. C'est chaque compte, un compte Cloud, Oracle, AWS ou Azure. Les accès. Donc, là, est-ce qu'on parle des accès, est-ce qu'on met un AD centralisé depuis l'entreprise, ou on met un AD dans le cloud, ou on met plusieurs AD, on les interconnecte. Donc, tout ça, c'est des champs. Aussi, les accès, les privilèges, la sécurité, le networking, très important. D'ailleurs, c'est ce qu'on va adresser dans le slide suivant, c'est la partie réseau. Je voulais prendre un des points de landing zone et le développer un peu plus loin. Et l'automatisation, donc infrastructure as code, ça, dès le début, coder tout au maximum pour pouvoir utiliser, pour que chaque nouveau compte qui se rajoute, à la fin, vous n'avez plus qu'à déployer du code. Ça prend du temps au début, c'est vrai, mais c'est comme ça que vous allez avoir du succès dans les prochaines années et avoir un data center virtuel dans le cloud qui est plaisant à aller voir et à s'y promener et à faire des améliorations, à faire des changements. Autrement, ça, vous allez vous retrouver comme l'armoire de spaghetti que je vous ai montré il y a 20 ans. Donc, essayez de tout définir dès le début. Donc, maintenant, je prends comme exemple le networking, donc un des 5 blocs. Pour la partie réseau, c'est ce que j'ai mis en place chez nous en interne pour notre partie workshop avec AWS. Donc, je dis, je veux quelque chose de tout de suite comme à l'époque. Donc, c'est un compte d'infrastructure parce que je veux que le data center soit managé par les gens du data center et c'est principalement des gens du réseau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de cette infrastructure account? On a créé un DMZ, ce qui va nous permettre d'aller sur Internet et de sortir d'Internet avec des subnets publics et privés dans un. J'ai ma photo, je ne sais peut-être pas vous. Donc, le trait gris assuré, c'est ce qu'on appelle VPC chez Amazon, VCN chez Oracle et VNet chez Azure. Donc, ça, c'est partout un peu pareil. Et donc, là, on a notre DMZ. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer une Transit Gateway. C'est un terme spécifique à Amazon, mais Oracle et Azure ont des services qui sont un peu similaires. Et donc, il va pouvoir me connecter à mon entreprise. Donc là, j'ai mon infrastructure cloud, un infrastructure account qui a accès à Internet et en même temps, mon entreprise peut connecter à cette infrastructure cloud. À côté de ça, je vais lui créer d'autres VPC ou VCN pour une application 1, pour une application 2, et ainsi de suite. Je vais créer des VCN ou des Customer 1, Customer 2, mais tout est fait dans l'infrastructure account, que celui a les privilèges de faire des privilèges au niveau réseau. C'est que lui qui a le droit de créer des PC, il a le droit de créer des subnets, il a le droit de créer des site-to-site VPN, qui a le droit de connecter à Internet. Il n'y a que lui qui a le droit de faire ça. Donc, on redonne toute la responsabilité réseau à l'ingénieur réseau. Et c'est lui qui a les 2-3 ingénieurs réseau qui ont la responsabilité de cette infrastructure. Après, derrière, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est qu'il y a une application qui arrive, on lui partage les subnets avec un autre compte, et dans ce compte, il n'aura aucune fonctionnalité liée au réseau, il ne pourra pas aller à Internet, il ne pourra pas sortir d'Internet, il aura des subnets privés, des subnets publics qui lui permettront d'aller sur Internet, et il utilisera les subnets qu'on lui a mis à disposition. Mais lui de lui-même, dans cet compte, par exemple, d'une application, il ne pourra pas faire de réseau, il ne pourra pas créer un VPC, il ne pourra pas faire n'importe quoi au niveau réseau. Ils auront juste les privilèges qu'ils sont réservés. Comme je vous ai dit, il y a depuis 5-10 ans dans les data centers on-premise, où chaque couche a ses privilèges. Et donc, bien sûr, là, si l'application a un problème réseau, elle va se rabattre sur l'infrastructure, l'ingénieur réseau, qui va aller voir dans l'infrastructure account, et c'est lui qui s'occupera de toute la partie réseau. Mais c'est vraiment pour dédier les services. Et à côté de ça, vous avez aussi une deuxième application et ainsi de suite pour avoir plusieurs applications. Mais la partie réseau ne sera que gérée dans l'infrastructure account. Et comme ça, vous allez avoir peut-être un account pour la partie automatisation, un account pour la partie
user management, un account pour la partie auditing, un account pour la partie archiving, et chacun aura ses responsabilités. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller dans le cloud, autrement vous allez très vite avoir des problèmes. Donc, c'est ces méthodes-là, ce qu'on appelle ces dual landing zones. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous allez trouver des articles très intéressants. Ça, c'était le cas de comment ça s'implémente chez Amazon, mais chez Azure, c'est un peu similaire. Vous retrouvez nouveau avec mon réseau on-premise, avec une route site-to-site VPN. Et là, vous avez un hub VNet. On parle souvent de hub. Le VNet, c'est l'équivalent du VNC de la partie réseau. Donc, ici, on a le DNS, Gateway, Firewall. Vous allez voir votre Active Directory, et ainsi de suite. Et ensuite, les différents workspaces. Donc, ça peut être une application, ça peut être une autre entreprise, ne reçoivent que les privilèges nécessaires. Là aussi, il n'est pas exclu de peut-être séparer la partie applicative de la partie base de données. Et comme ça, là, vous avez un compte base de données qui donne accès à tout le monde dans ces différentes parties. Je ne dis pas que c'est une règle d'or, mais c'est une bonne pratique et c'est quelque chose qu'il faut réfléchir dès le début. Comment vous voulez construire votre infrastructure et comment vous voulez dissocier les différents composants. Et là, comme je dis, la plupart des providers proposent ces solutions-là. Donc là, c'est avec Azure, mais également avec Oracle. Que là, chez Oracle, c'est encore différent. Vous pouvez même le faire à l'intérieur d'un seul compte. Par exemple, là, vous voyez un tenancy, donc c'est un compte. Et chez Oracle, nous avons cette notion de compartiment, qui vous permet aussi de dissocier les différents éléments. Donc, d'avoir un compartiment pour un projet A, un compartiment pour un projet B, un compartiment pour un projet C. Et au-dessus, vous avez un compartiment Network Infra qui, lui, seul a l'autorisation de créer tout ce qui est lié au réseau. Alors que si vous regardez en dessous, le compartiment projet A, lui, n'a que des policies, des instances, des storage et des databases. Il n'a rien d'autre. Donc, que ce qui lui est propre à ses besoins. Non, donc, mais chez Oracle aussi, on peut aussi faire ça avec cross account, cross tenant. J'ai encore vu une super présentation hier d'un solution architecte de chez Oracle qui a fait une super présentation de la partie réseau OCI. Et donc aussi, c'est faisable au travers de plusieurs comptes. Donc, mais chez Oracle, ils ont la potentialité de le faire sur un seul compte. Alors que chez les autres, ce n'est pas comme ça. Chez les autres providers cloud comme Azure et Amazon. Donc, c'était ma présentation. Ah, je suis presque on time, à 2 minutes près. Donc, maintenant, je suis ouvert à vos questions. Donc, je laisse la main à Flora, peut-être en premier. Oui, alors, de mon côté, dans le panel des questions, il n'y en a pas encore. Mais si vous avez des questions, il y a bien sûr le temps de les poser sans souci. Je surveille quelques minutes le panel des questions. Pas de questions, de remarques, d'idées? Après, tu peux te connecter par Twitter, mail ou par LinkedIn. Je suis à disposition pour prendre des questions plus tard. Merci. Si, nous avons une question de Fabien Selaya qui demande: le cloud n'est-il pas une solution imposée par les éditeurs pour générer du cash et imposer aux clients? C'est quelque chose que je ne me suis pas encore posé comme question. Non, je n'ai pas l'impression. C'est plutôt les éditeurs vont dans le sens vous voyez bien, quand je dis que Gartner dit qu'en 2022, tout sera dans le cloud, c'est plutôt les éditeurs, je trouve, qui s'adaptent au move. Et je n'ai pas l'impression que c'est eux qui imposent. Maintenant, je n'ai pas de connaissance d'éditeurs qui imposent d'aller dans le cloud. C'est juste que les éditeurs s'adaptent au temps actuel. Moi, je n'ai pas cette impression-là. Non. Mais le cloud est une réalité, oui. Ça, c'est une réalité.
et qu'on va tous y aller, oui aussi. Après, il y a toujours des choses qui resteront on-premise, mais moi, je pense que ma vision, c'est que à terme, tout va aller dans le cloud et pouvoir profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent tous les jours, comme je le disais dans la présentation avant. Comme dit, j'avais une erreur de problème de routing cette semaine. J'ai appelé un solution architecte et il m'a dit il y a un route analyzer qui existe depuis cette semaine. Donc, il y a tout le temps des nouveaux outils qui arrivent, qui sont directement disponibles, qui fonctionnent parfaitement. Et ça, c'est quand même très plaisant dans le cloud. Et non. Après, oui, on pourrait toujours continuer à travailler on-premise. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Par contre, vous allez, avec le temps, avoir moins d'avantages parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne sont qu'à disposition dans le cloud. Et qu'à moyen terme, oui, que ça soit un peu délaissé les nouvelles fonctionnalités on-premise. Après, il y a l'hybride cloud, ce qui est aussi faisable. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'on ne peut pas interagir? Alors, oui, c'est un peu compliqué, je pense que oui. Alors, Fabien a dit, tu as répondu en partie. Comme dit, je l'ai dit au début, c'est pour ça que j'ai rajouté slide, c'est ma vision. Chacun a sa vision. Fabien, est-ce que tu veux peut-être rajouter un complément à la question? Ou c'est tout bon? Alors, je pense que c'est tout bon. Et Fabien a répondu que c'était OK. Merci Fabien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Est-ce que moi, je peux poser une question? Bien sûr. Ma question, parce que je ne sais pas, hein, ils peuvent lever les mains. Justement, la question qu'on fait des fois dans les salles, que j'aimerais bien poser, est-ce que tout le monde connaissait déjà ce concept de landing zone, cette solution de landing zone? Est-ce que tout le monde est déjà au courant de ça? Pour certains, c'est nouveau. Pour ceux que c'est nouveau, donc levez la main. S'il vous plaît. Alors, ah oui, je vois des mains levées. La mienne aussi, je vais la lever. Ah, donc c'est quand même quelque chose que tout le monde ne connaît pas encore. Ouais, là, il y a 3 mains levées, plus la mienne, 4. 4 sur 14. Donc il y a quand même les 2 tiers qui connaissaient déjà cette solution de landing zone. Et Franck dit que c'est tout nouveau pour moi. Enfin, c'est tout nouveau pour Franck. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions, Hervé, on te remercie beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Et puis à tout bientôt, je l'espère. Salut. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir, merci à tous. Je peux fermer ou c'est toi qui me ferme? Comme tu préfères. Hop, j'y arrive. Allez hop. Ciao, ciao.